la masterpiece. Ça, c'est le nom de la méthode en 3 étapes que nous partage Alexis Minchella pour créer un contenu de qualité. Alexis Minchella, c'est le fondateur du podcast Tribu Indé, aka le podcast numéro 1 en France sur le freelance. Il a pu recevoir de nombreux invités, comme Pauline Lagneau, Alex Vizeo, Stan Leloup ou encore Oussama Hamar. Ouais, c'est des beaux bébés, ouais. Mais ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est la qualité de son contenu. On ressent toujours un côté humain super fort dans ce qu'il fait, et ça donne super envie de le suivre. D'ailleurs, je suis pas le seul à penser ça, parce que quand on regarde un peu les commentaires sur sa chaîne YouTube, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui lui font des retours positifs en lui disant que c'est super ce qu'il fait, qu'ils adorent, qu'ils veulent qu'il continue, etc., etc. Et c'est ça l'objectif de cette interview, de comprendre comment est-ce qu'il a fait pour construire une communauté aussi engagée autour de son contenu. Voilà ce dont on va parler. Une méthode toute bête pour que presque n'importe qui accepte votre collaboration. Comment ne pas passer pour un connard arrogant auprès de votre communauté? Pourquoi Alexis a fait le choix de ne pas embaucher d'assistant pour répondre à ses emails? Comment définir un branding fluide sans y passer des heures? Pourquoi ça n'a aucun sens de faire un contenu à haute valeur ajoutée? Et comment vraiment apporter de la valeur? La loi d'Amara, ou pourquoi ton contenu ne sera utile que dans un an? Pourquoi il ne faut pas réfléchir avant d'agir? Et lancer l'interview. J'ai vu sur ton podcast que tu aimais beaucoup Seth Godin et que tu parlais pas mal de lui. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'inspire chez ce monsieur? Déjà, je trouve que le personnage en tant que tel me paraît sympathique. Alors, je l'ai jamais rencontré, mais il me paraît sympathique. D'ailleurs, figure-toi que au moment où je me suis lancé en freelance, une des stratégies que j'avais, c'était que je lisais énormément ce qu'il faisait. J'étais abonné à ses emails quotidiens. Ouais. Et pour me faire connaître et montrer un peu ma vision, moi, du marketing, j'avais eu pour projet de traduire une partie de ces emails en français, parce que moi je trouvais ça dommage que y en a beaucoup en France qui font pas forcément l'effort, ou qui ont pas l'envie, ou qui juste parlent pas forcément anglais, d'aller regarder ce que font d'autres maîtres un peu du marketing. Et donc je lui avais envoyé un email, et en me disant j'envoie un email, je sais pas si ça donnera quelque chose, je suis pas sûr qu'il me réponde, mais au moins je l'aurais fait. Et figure-toi qu'en 5 minutes il m'avait répondu en mode ok, merci et tout, c'est hyper sympa, je peux pas trop vérifier je parle pas français, donc je peux pas trop vérifier ce que je fais, ce que tu fais, mais ok si t'en fais que quelques-uns à la marge. Bon, il se trouve que je l'ai jamais fait, mais du coup, tu vois, j'ai une sorte d'attachement pour ce gars-là qui a pris le temps de me répondre, moi, petit gars français qui avait à l'époque, je sais pas, 22, 23 ans. Incroyable. Donc, ouais, c'est fou. Mais comme quoi, tu sais, parfois, on n'ose pas contacter des gens parce qu'on se dit, ils doivent recevoir plein de mails, ils sont busy, ils vont pas nous répondre, etc. En fait, au pire, tu perds 5 minutes, quoi. Au pire, tu perds 5 minutes, ton mail, il est jamais lu ou il sera jamais répondu, et voilà, c'est pas grave. Là, en 5 minutes, j'ai une réponse. J'ai pu discuter rapidement sur 2-3 emails avec Seth Godin. Voilà, ça mange pas de pain. J'ai perdu peut-être 10 minutes à écrire le mail, et j'en ai gagné un peu plus en discutant avec lui. Donc déjà, il y a ça, il y a ce côté un peu sympathique, et je trouve qu'il est extrêmement bon dans la conceptualisation des idées marketing. Ouais, je pense pas que ça soit je pense pas que ça soit un gars qui soit très très opérationnel, et je pense qu'il l'a jamais été vraiment. Mais c'est quelqu'un qui a une faculté à conceptualiser des idées et à les rendre le plus simple et compréhensible possible. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement important pour moi. Je trouve que, de manière générale, on a tendance à complexifier de plus en plus plein de choses, que ça soit le copywriting, les compétences, le marketing, même la manière dont on se lance en tant que créateur ou en tant qu'indépendant dans un business. Je trouve qu'on a surcomplexifié en rajoutant des méthodes à droite, à gauche. Et tu vois, moi, c'est un des piliers, je pense qu'on y reviendra sur Tribu Indé, qui est de comment est-ce que je suis capable de simplifier au maximum les idées et les concepts. Et un gars comme Seth Godin, m'inspire beaucoup dans En fait, c'est à la fois simple et extrêmement riche, ce qu'il raconte dans ses livres, dans ses interventions, dans son podcast qui est excellent, dans ses emails quotidiens. Donc voilà, c'est un tout qui fait que j'aime beaucoup ce gars-là. Ok, ouais, donc ce qui t'inspire le plus, c'est vrai que comme tu dis, il a cette capacité que je trouve incroyable. Genre, moi j'ai pas encore lu ses livres, mais je vais m'y attaquer. Enfin, La Vache Pourpre, This is Marketing, c'est dans mes prochaines lectures. Ouais, je te conseille This is Marketing, ouais. Ouais, clairement, c'est un des prochains que je vais lire, quoi. Mais j'avais suivi une interview de lui avec Behind the Brand. Et en fait, quand tu vois l'interview, il dit des choses tellement évidentes, parce que moi, ça ressemble beaucoup sa mentalité à ce que je vais essayer de transmettre. Mais lui, dans sa tête, c'est tellement clair et tellement bien articulé, t'es en mode waouh, c'est incroyable, quoi. Il te fait vraiment genre des petites étincelles. Oh, c'est clair. Et du coup, si tu devais l'inviter sur ton podcast, comment tu t'y prendrais? Tu veux dire pour l'inviter ou pour mener l'interview? Les deux, allez.
Écoute, pour l'inviter, en fait, je ferai exactement ce que j'ai fait juste avant. Déjà, je commencerai par lui envoyer un premier email. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, du coup, avec 4-5 ans d'avance de retour sur ce que je fais, etc., je ferai autrement. Je passerai par l'email, mais j'essaierai de trouver un connecteur. C'est-à-dire qui pourrait me lier à Seth Godin. Aujourd'hui, il se trouve que Louis Grenier, qui est passé dans le podcast, qui est aussi un super bon pote aujourd'hui, qui a un podcast en anglais qui s'appelle Every Honest Marketer, voilà, je lui fais un petit peu de pub, l'a invité sur son podcast plusieurs fois, le connaît un petit peu, et donc je passerai par lui pour essayer de me faire introduire. C'est toujours plus simple aujourd'hui, et j'ai toujours appliqué ça même sur le podcast. C'est toujours plus simple de passer par un connecteur qui va t'introduire parce que du coup, tu vois, il y a une sorte de passif. Si la personne en plus l'aime bien, etc., c'est beaucoup plus simple d'avoir l'introduction. Donc en vrai, je ferai ça très simplement comme ça. Et en revanche, je serai assez proactif sur la manière dont je le démarche en lui proposant tout de suite un sujet ou un angle d'attaque. Plutôt que de juste lui dire, en fait, j'adore ce que tu fais, c'est vraiment cool, est-ce que tu peux venir sur le podcast ? Il y a 90% de chances qu'ils me disent non, même en ayant un connecteur. Et donc, j'essaierai de lui faciliter la tâche en lui disant, voilà, j'aimerais bien t'interroger sur tel et tel sujet, j'aimerais bien prendre tel et tel angle avec toi, ce qui lui permet de... En fait, tu vois, il n'a plus qu'à répondre oui ou non sur la base de ce que moi j'ai envie de lui proposer. Ce qui, quand il y a quelqu'un en face de toi qui est pas mal pris, qui est pas mal sollicité, ça lui permet de faire tout de suite le tri entre les podcasts ou les interviews sur lesquels il a envie d'aller, et puis les autres. Ok. Ouais, donc tu essayerais d'avoir cette facilité en mode de connexion, où tu dirais, voilà, j'ai mon pote, machin, et du coup, ce qui ferait que tu aurais déjà un lien de connexion, et tu ferais en sorte que quand tu dises l'interview, ton mail, ça soit clair, en gros, ce que tu vas faire, etc., quoi. Ouais, exactement. Lui donner, en fait, quasiment, tu vois, le déroulé de notre interview, parce qu'en fait, tu vois, des gens comme ça... il y a un moment où, ok, si tu lui dis on va parler de marketing, il va te dire ok, c'est sympa, mais bon, j'ai déjà fait 500 podcasts, c'est quoi, qu'est-ce qui va me donner envie de passer 1 heure avec toi en fait, et c'est là où j'aimerais bien l'avoir sur ce sujet-là. Ok, du coup tu chercherais un angle plus précis et plus original que ce qui a déjà été fait. Ouais, complètement. Typiquement, moi, s'il venait sur le podcast, ce qui n'arrivera pas parce que le podcast est francophone et malheureusement il parle pas français, pardon. Mais moi, j'aimerais bien l'interroger sur d'un point de vue d'un indépendant, de quelqu'un qui est solopreneur, qui a juste un business, qui est seul ou avec quelques personnes autour de lui, mais globalement, par quoi tu commences en fait ? C'est quoi la première étape marketing si t'as pas beaucoup de budget ? Mettons que tu as 3-4 000 euros à investir dans le marketing au sens large du terme. Par quoi tu commences ? C'est quoi en fait les premières étapes ? Est-ce que c'est plus important de bosser sur ta communauté ? Est-ce que c'est plus important de bosser sur ton branding ? Est-ce que c'est plus important de bosser sur ton contenu ? De quelle manière, etc. J'aimerais bien l'interroger vraiment sur ok, t'es nobody, personne te connaît, qu'est-ce que tu fais en fait ? C'est quoi les 3 premiers mois d'un point de vue marketing ? Sur quoi tu bosses ? Voilà sur quoi moi j'aimerais bien l'interroger. Si jamais il nous entend. Si jamais cesse, if you're here. Mais du coup, j'ai perdu ma question. Tu ferais ça pour connaître l'essentiel, savoir le plus important pour sur quoi attaquer, c'est ça, par rapport à ce que lui il en pense. Ouais, parce que c'est souvent ce qui intéresse, je trouve que c'est intéressant, et c'est surtout, je trouve que d'un point de vue marketing, on parle pas trop de cette partie-là. Tu vois, on parle souvent de, ok, en fait, tu as déjà un business, tu as déjà un produit, comment est-ce que tu fais pour scaler ton market, aller toucher une plus grosse audience, etc. Mais donc ça, je trouve sur la partie marketing, on en parle pas mal. Il y a juste 2 trucs dont on parle pas, c'est vraiment le 0-0, de base, vraiment les 3 premiers mois, qu'est-ce que tu fais ? Quand tu as vraiment rien du tout, quoi. T'as pas d'actif, tu n'as rien du tout. Et après, je trouve qu'on parle pas de, en fait, une fois que tu es à 10, qu'est-ce que tu fais, quoi. Entre 0 et 1, entre 0 et 10, globalement, on en parle souvent. Mais le 0 et puis après 10, on en parle un peu moins. D'accord. Donc, voilà, là-dessus, comment je l'interrogerais. Toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment le tout départ et la toute fin, en fait. Ouais, exactement. Et à l'heure actuelle, toi, tu ferais comment si tu partais de 0, de rien du tout, du coup ? Tu sais, moi, je suis pas si loin que ça. En fait, tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'ai quitté l'école en 2017, donc en fait il y a 4 ans et demi. Donc en fait tu vois, moi je suis encore relativement au début. Alors bien sûr, si tu regardes ce que je fais aujourd'hui, t'as l'impression qu'en fait c'est là depuis peut-être plus longtemps, que c'est bien structuré, c'est extrêmement mature, mais en fait tout ça s'est passé dans un ordre de temps qui est en fait extrêmement limité. Et pour le coup, pour l'instant,
la méthode que j'ai suivie, elle me donne raison. Je pense que je pourrais aller plus vite, sûrement, mais en tout cas, le rythme de croisière que j'ai, le développement que j'ai me convient. Donc en fait, je répliquerai la même chose. C'est de travailler dans l'ombre mes compétences, ce que j'ai fait sur la partie freelance, bosser sur des sujets de contenu marketing, de copywriting. Et en fait, je créerai ce que moi j'appelle des masterpieces, qui sont des pièces de contenu qui sont complètement gratuites, en accès libre. Il n'y a pas de lead magnet, d'email à rentrer, etc. Il n'y a pas tout ça. Mais c'est de partager le meilleur contenu possible et le plus différenciant possible en étant très honnête avec soi-même. Et j'insiste sur en étant honnête avec soi-même parce que la plupart des gens ne font pas cet effort d'honnêteté intellectuelle de se dire ok, est-ce qu'en fait ce que je suis en train de créer ça apporte vraiment quelque chose de nouveau ou en fait j'ai pris les 10 résultats Google et j'ai juste fait un mix de tout ça et je me suis dit j'en ai fait un contenu où j'ai rajouté une intro un peu sympa et puis une conclusion. Non, l'idée c'est comment est-ce que tu t'apportes une nouvelle pierre à l'édifice. Dans mon cas c'était sur le freelancing, sur l'indépendance. L'idée c'est pas de marcher sur ce qui existe déjà mais de compléter l'offre qui existe déjà. Et ce travail d'avoir une honnêteté intellectuelle de dire ok, comment est-ce que je peux créer ce contenu là 10 fois meilleur que les autres et 10 fois et beaucoup plus différenciant. Déjà ça prend un peu de temps et moi je me consacrerai à ça sans avoir de logique par exemple de monétisation immédiate. Tu vois, moi j'ai attendu 2 ans avant de monétiser vraiment Tribu 1D avec mon livre et puis le bootcamp aujourd'hui. Donc tu vois, moi j'aurais pas eu ce côté-là, j'aurais plutôt essayé de développer une audience puis une communauté. Parce que à partir du moment où tu commences à développer une audience, une communauté et sur laquelle tu es proche avec ces personnes-là, que tu communiques de manière sincère, etc., c'est beaucoup plus simple derrière de leur proposer des produits, des services. C'est beaucoup plus facile de démarrer comme ça. Là où à l'époque, en fait, la manière dont on faisait du business avant, c'est je crée un produit, je mets des efforts marketing, je bosse la crédibilité du produit et puis ensuite, en fait, les clients arrivent et donc je fais grossir ma base de clients comme ça. Je trouve qu'aujourd'hui, on peut se permettre de renverser le sablier, de renverser le tunnel et de se dire d'abord, en fait, je passe du temps à créer une communauté et une audience sur un sujet bien spécifique. Et ensuite, je dope ma crédibilité et ensuite seulement, j'ai un produit, un service à proposer. D'accord. Ouais, donc tu partirais, ton premier truc, ça serait vraiment de faire le meilleur contenu possible, que quand on le voit, les gens se disent waouh, c'est lui, je veux le suivre, quoi. C'est ça. Okay. Tu vois, par exemple, c'est exactement ce qui s'est passé avec le podcast. En fait, tu vois, le podcast, pendant littéralement 8 mois, j'ai fait que ça. J'avais pas de newsletter, j'avais une newsletter, mais en fait, je disais juste coucou, il y a le dernier épisode. J'avais pas d'Instagram, il n'y avait pas de vidéo YouTube, il n'y avait pas d'événements, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de contenu article, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait juste un podcast qui sortait toutes les semaines, mais dans lequel, en fait, j'y passais tellement de temps que je voulais que ça soit le plus parfait possible et que j'en sois le plus fier possible. Et effectivement, le bouche-à-oreille, en fait, c'est là où le bouche-à-oreille est extrêmement puissant, tu vois. Moi, j'ai jamais fait aucune publicité pour la communauté, pour ramener des gens sur certains contenus et tout. J'ai jamais fait de publicité. Donc ouais, tu vois, d'être patient et de se dire, ok, pendant 8 mois, tu vas peut-être faire une seule chose, mais tu vas le faire extrêmement bien. D'accord. Et comment tu ferais, est-ce que tu aurais des pistes pour créer ces masterpieces, comme tu dis ? Je pense que je te dirais que tu as 3 gros ingrédients. Le premier, c'est partir, en fait, c'est bien de partir de soi et de se dire, ok, qu'est-ce que j'aime faire ? Ok, je sais pas, j'aime le dessin et donc je vais faire du contenu sur le dessin. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Je pense que la première pierre angulaire, c'est le marché, c'est comprendre en fait l'état du marché. En termes de contenu, en termes de créateurs déjà existants, en termes d'offres à la fois payantes, gratuites de ce qui existe aujourd'hui, de comprendre quelle est la cible, quelles sont ses problématiques, sur quoi est-ce qu'elle se pose des questions, quels sont les contenus qui fonctionnent aujourd'hui. Généralement, quand tu arrives sur un marché, tu n'es jamais tout seul. Il y a déjà des gens qui sont là depuis avant toi, de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné chez eux, sur quoi tu sens qu'il y a des tendances potentielles que tu vas pouvoir exploiter dans ton propre contenu. Moi, je me dis toujours, c'est toujours plus intéressant de ne pas être le premier à arriver sur une plateforme, sur un marché, parce qu'en fait, il y a peut-être 10, 15, 20, 100 personnes qui ont déjà fait le job de débroussailler avant toi. Toi, tu n'as plus qu'à en fait, prendre le même chemin, mais si tu veux le baliser un peu mieux, mettre un plus joli goudron, etc., etc. Donc, c'est extrêmement important de regarder l'état du marché. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est l'offre ?
qu'est-ce qui marche le plus, quels sont les formats qui fonctionnent le plus, ça c'est le truc important. Deuxième point, c'est de se dire, ok, par rapport au marché que j'ai identifié, voilà les angles intéressants que j'ai identifiés, les thématiques sur lesquelles j'ai envie de parler, les formats sur lesquels je pense que c'est intéressant de se positionner. Est-ce que moi, encore une fois, Alexis par exemple, j'ai les compétences pour tester ce format-là? Est-ce que j'ai les compétences pour parler de ce sujet-là beaucoup mieux que 90% des gens? Déjà, ça c'est important. Exemple très concret, je voyais que le format YouTube, il y a quelques années, marchait très bien, sauf que moi, j'ai aucune compétence en vidéo. Je suis pas un monteur, j'étais pas bon à la caméra, en tout cas, j'étais pas bon il y a quelques années. Donc je me suis dit, ok, en fait, oui, il y a une opportunité de faire du YouTube, de faire des vidéos, etc. Sauf que, 1, ça m'amuse pas tant que ça, 2, je sais pas monter, 3, en fait, je vais passer énormément de temps et je suis pas sûr de faire un contenu qui soit meilleur que ce qui existe aujourd'hui. Donc c'est comme ça que par exemple je suis arrivé sur le podcast, qui est un format que je maîtrise un peu mieux. Sur la partie interview, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Moi je préfère être dans l'ombre, etc. Donc ça c'est le deuxième point. Le premier point c'est le marché, le deuxième point c'est tes compétences. Qu'est-ce que tu es capable de faire et où est-ce que tu penses être meilleur que les autres. Et ensuite effectivement il y a la notion de kiff. Sur quoi tu as envie de te positionner, à la fois sur le marché et puis sur les formats, qu'est-ce qui t'intéresse le plus. Donc moi par exemple, à l'époque tu vois je lançais un podcast d'interview parce que je débutais finalement, j'avais peut-être 1 an d'expérience en freelancing, pas plus, et donc je me sentais pas légitime pour apprendre aux gens à être freelance et à être de bons indépendants. Donc en fait je me suis dit quoi ? Je me suis dit en fait je vais aller voir des gens qui ont peut-être 3, 4, 5, 10 ans de plus que moi d'expérience en tant qu'indépendant, et je vais leur poser toutes les questions que moi je me pose à l'heure d'aujourd'hui, ce qui va me permettre de m'améliorer, d'être un meilleur indépendant, et donc demain potentiellement de donner à mon tour mes propres conseils sur comment est-ce que tu structures un business de freelance aujourd'hui, enfin demain quoi. Ok. Donc marché, compétences, et puis en fait intérêt que toi tu peux avoir sur un sujet bien spécifique. Ok. Ouais, donc c'est l'ensemble des 3 qui fait qu'après ton contenu il va automatiquement entre guillemets se différencier de ce qui existe. C'est ça. Après c'est une question de temps et de c'est quoi c'est combien de temps t'as devant toi, et effectivement moi en tout cas le jeu auquel je joue c'est un jeu très long-termiste. Ouais. Sinon j'aurais pas eu le développement que j'ai eu avec Tribu 1D. Donc en fait si tu veux, tu vois, je suis pas pressé en fait. Et je regarde assez peu ce que font d'autres concurrents, d'autres créateurs, etc. parce que en fait moi je suis ma route et j'ai le temps, et c'est l'avantage d'être aussi encore indépendant et de faire encore de la prestation de service. Ouais. C'est que moi j'ai pas tu vois, j'ai pas le feu pour monétiser à tout prix un projet quoi. Clairement. Ouais, et puis en termes de prestation, je pense que t'as pas des concurrents à proprement parler, parce que il y a tellement de freelance copywriters que tu vois, à partir du moment où tu as 3 clients, c'est bon, mais il y a tellement de clients qu'à l'heure actuelle, ça va quoi. En plus, ouais. Ouais, effectivement. Donc j'ai regardé ton vlog que tu as sorti, un peu tes contenus, et il y a un truc qui m'impressionne beaucoup par rapport à toi, ton audience, c'est ta communauté, que je trouve qui est extrêmement soudée. Moi, c'est quelque chose que je cherche beaucoup à faire et que du coup, j'essaye d'enseigner. Et je voulais savoir, c'était quoi ma question ? Ça a été quoi ta stratégie pour développer une communauté soudée autour de ton podcast ? En fait, je sais pas si, je sais pas s'il y a une stratégie à proprement parler. Ok. Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est quelque chose qui revient souvent quand on m'invite dans des podcasts ou dans des interviews ou autres. C'est souvent quelque chose qui revient, où les gens sont surpris de l'engagement, l'engouement que les gens peuvent avoir pour le contenu que je crée. Je pense que tu as quand même plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà, c'est pas un truc que tu peux mine de rien contrôler à 100%. Ouais. Tu peux pas obliger les gens à commenter, tu peux pas obliger les gens à interagir, tu peux pas obliger les gens à partager ce que tu fais. Tu vois, il y a aussi un côté où t'as beau utiliser tous les biais que tu veux, les biais psychologiques, etc. Enfin, les gens sont pas non plus débiles, tu vois. Ils ont quand même leur propre jugement personnel et leur propre ligne d'action. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses qui jouent. Une des choses importantes et que j'essaye d'avoir a posteriori, c'est déjà dans la posture que moi j'aborde dans les contenus que je produis. J'espère, en tout cas, c'est vraiment l'objectif, ne pas avoir une posture de gourou. C'est-à-dire que je suis pas là à vous raconter et à raconter aux gens comment est-ce qu'il faut faire du freelancing, comment est-ce qu'il faut vivre de leur activité, que ce qu'ils font c'est pas bien. J'ai pas un discours culpabilisant. Okay. Ce qui fait que, en fait, en termes de posture, je suis à la fois comme eux. C'est-à-dire que moi, je suis encore indépendant. Moi, je suis encore freelance. En ce moment, tu vois, j'ai 2 missions en cours. Donc, leurs problématiques et les challenges et les réflexions que ces gens-là se posent, je me les pose aussi au quotidien puisque c'est une partie de mon job. Donc déjà, dans la posture, je ne suis pas au-dessus des gens, je suis avec les gens.
Et ça, je pense que c'est important. Et ça passe pas seulement par dire vous inquiétez pas, je suis avec vous. C'est des éléments de langage, c'est une posture, c'est la manière dont je raconte des histoires, dont je construis mes contenus. Et il y a aussi la posture que moi j'appelle d'explorateur, qui est en fait, j'accepte de pas tout savoir. Ouais. C'est pas parce que tu te mets à créer du contenu, que tu te mets à avoir une voix, entre guillemets, je mets des très très gros guillemets autour d'une voix, mais dans le milieu de l'indépendance, du freelancing, etc., que en fait, tu sais nécessairement tout et que tu es devenu l'expert de génie en France, tu vois. Et donc moi, j'accepte qu'il y a des choses que je sais pas, il y a des choses sur lesquelles d'autres sont meilleurs que moi, et surtout, j'accepte et j'hésite pas à le dire. Et ça, je pense que c'est important, même dans mes contenus, de dire, en fait, c'est pour ça que je continue de faire des interviews. Et si tu écoutes les dernières interviews, en fait, je pose des questions qui sont extrêmement intéressées et sur lesquelles je me pose des vraies questions. Et ça se ressent dans la manière dont je pose les questions, dont je les formule, dans l'intonation, etc. Je prends jamais à la fois mes invités et puis la communauté de haut parce que je suis pas comme ça. Donc, il y a vraiment une question de posture, il y a une question aussi des angles de sujets que je décide de partager. Il y a un côté aussi, ça paraît un peu bullshit et galvaudé de dire ça, mais d'authenticité. J'essaie d'être le plus vrai possible, c'est-à-dire que, alors effectivement, je contrôle et chacun de nous maîtrise ce qu'il a envie de partager sur Internet. Je veux dire, il faut pas se cacher là-dessus. Je partage pas non plus toute ma vie sur Internet, et heureusement. Mais en revanche, la manière dont je parle de sujets business dans mes vidéos, sur le podcast, dans la newsletter, etc., c'est exactement comme ça que moi j'aborde mon propre business. C'est-à-dire que je joue pas un rôle en parlant de choses business, et la meilleure confirmation de ça, c'est, tu vois, quand a eu lieu la première version du bootcamp cet été avec une grosse vingtaine d'indépendants, ils m'ont dit, en fait, on n'est pas surpris de ce que tu nous racontes, parce que tu prends exactement la même intention et tu as le même souci du détail dans tes contenus gratuits. Donc ça, je pense que c'est important. Et il y a ce côté un peu authentique aussi, où j'essaye de plus en plus de montrer l'autre facette, entre guillemets, de ma personnalité, qui certes est sérieuse quand on parle de sujets business. Moi, je prends le parti pris que il faut être assez terre à terre, mais qu'il y a aussi un côté où on peut aussi se marrer, quoi. Ça n'a pas besoin d'être un enfer où en fait il faut bosser 15 heures par jour et que voilà, on peut aussi prendre du plaisir, déconner, etc. Donc j'essaie de montrer ces deux facettes-là. Et ouais, je pense que ça joue. Je pense que l'accessibilité aussi joue énormément. Moi, j'ai toujours fait le choix, par exemple, de ne pas avoir d'assistant pour gérer mes emails, gérer mes demandes de partenariat, je réponds à tout le monde, quoi. Que ce soit les commentaires sur LinkedIn, les commentaires sur YouTube, les messages sur Instagram, les mails qu'on m'envoie, ça me prend entre 5 et 7, 8 heures par semaine, mais je continue de le faire, en fait. Et donc, ce côté-là, en fait, joue, tu vois, c'est des petites actions qui font que répéter sur 2-3 ans font que les gens sont pas dupes et savent que je suis quand même accessible, que je réponds à tout le monde et que je suis pas dans ma tour d'ivoire avec 3 assistants qui font en fait tout le job et que moi aussi je continue de faire des choses, quoi. Ok, si j'essaye de résumer ce que tu as dit en une phrase, en fait tu essayes d'apparaître humain et au même niveau que l'autre personne, c'est ça? Et je dirais presque que c'est pas j'essaye, c'est je suis en fait au même niveau que tout le monde. Moi je dis toujours je suis pas meilleur que d'autres. J'ai peut-être passé plus de temps à réfléchir sur les process, sur comment est-ce qu'on structure un business, mais en réalité il y a plein de freelance et il y a plein de créateurs qui sont sûrement meilleurs que moi. Donc effectivement j'essaye de garder au maximum ce côté je suis comme tout le monde, quoi. Ouais, j'ai dit j'essaye parce qu'en fait moi je sais que c'est un truc, tu vois, j'ai beaucoup de mal, enfin en tout cas mon ressenti que j'ai par rapport à ça, et j'essaie de travailler dessus en permanence, c'est que j'ai l'impression d'être un peu hautain dans mes contenus et trucs comme ça, alors que ça me saoule, tu vois, j'ai pas du tout envie d'être comme ça. Et c'est pour ça que je te pose la question, moi ça m'intéresse énormément, parce que c'est ce truc que j'ai ressenti en toi, cet aspect authenticité, de comprendre en fait comment tu fais dans ton contenu, parce que ton contenu d'un côté en fait tu le travailles, tu vois, donc tout derrière tu as une réflexion, etc. C'est pas comme dans la réalité, puisque c'est un discours qui est réfléchi, qui est structuré. Et d'un autre côté, il faut aussi avoir ce côté rester en mode je suis comme vous, il y a des trucs que je comprends pas, etc. Moi c'est un truc que j'ai pas mal du mal à faire, c'est pas très français, j'ai pas mal de mal à faire aujourd'hui. Et du coup ça m'intéresse de savoir, tu m'avais parlé par exemple de posture, ouais, dis-moi. Non mais en fait c'est assez simple, je pense qu'il faut assumer que t'es pas expert, quoi. Et ça passe, je te prends un exemple très concret. Il y a moins d'une semaine là, on a sorti qui est un peu le 3e gros projet de l'année. C'est-à-dire début d'année, il y a eu 3 temps dans l'année 2021. Premier temps, janvier, je sors mon premier livre. Mai, donc quelques mois après, je sors la première version du bootcamp Tribu Indé sur 12 semaines.
octobre, je sors une série vidéo qui est la première série vidéo, en tout cas en France, qui traite des sujets sur les indépendants. Là-dessus, alors que j'avais 2-3 ans déjà sur Tribu Indé, j'aurais pu en fait être extrêmement confiant et me dire voilà, c'est la première série, on n'a jamais vu ça avant, c'est exceptionnel, etc., etc. On a les top freelance, voilà. J'aurais pu la jouer comme ça, un peu à l'américaine. Non, en fait, j'ai pris le parti de raconter vraiment ce qui se passait. Et donc j'ai dit voilà, moi j'ai le track, ça fait quelques mois qu'on bosse dessus, je sais pas ce que ça va donner. On a choisi des thèmes, mais c'est des thèmes qui moi me touchent. Peut-être que j'espère qu'en tout cas ça va vous toucher. J'ai envie d'avoir vos retours sincères parce que on a bossé dessus depuis longtemps. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je gère une équipe de prod. C'est la première fois que je teste un format comme ça. En fait, tout de suite, tu vois, ça rend les choses beaucoup plus réel et je suis pas en train de me cacher derrière un truc où vous inquiétez pas, j'ai tout maîtrisé sur le projet, tout s'est extrêmement bien passé, on dirait que ça fait 15 ans que j'ai fait ça alors que non en fait. Et juste avoir ce truc de voyez en fait je vous montre voilà à quoi ressemble un projet. Ouais, je flippe, même si ça fait 3 ans que je fais des projets, je flippe à l'idée de sortir un nouveau projet. Tu vois, il y a ce côté juste en fait on n'est pas des robots quoi. Et le fait de le montrer et de le dire aussi, c'est différent que de dire, d'avoir une posture de voilà, c'est la série, voilà comment elle est, regardez-la, commentez, et ciao ciao bisous quoi. Ok. Je sais pas si c'est pareil, tu vois, sur le podcast, même idée. J'aurais pu sortir le podcast en disant c'est le podcast pour les indépendants, pour structurer votre activité, etc. Non, en fait, aujourd'hui c'est le cas, mais au tout début, c'était voilà, je lance un podcast, je sais pas ce que ça va donner, je me donne 10 épisodes, je vais juste rencontrer d'autres gens qui sont bien meilleurs que moi. Et j'assume sur le fait qu'ils soient bien meilleurs que moi. Je vais leur poser toutes mes questions et j'espère que ces questions-là, elles vont résonner avec vous parce que moi, ça fait 1 an que je suis indépendant et je suis sûr que vous vous posez ces questions-là. Et j'ai pas trouvé de contenu comme ça. J'ai pas trouvé de contenu où on va interroger d'autres freelances. Donc voilà, je lance ça, on va voir ce que ça donne. Tu vois la différence ? La différence du discours et de posture, déjà, te rend beaucoup plus différenciant des autres contenus qui sont parfois qui manquent un peu d'âme, quoi. Qui sont très lissés, très parfaits, très bien montés. Et moi, c'est pas ce que je veux montrer, c'est parce que en fait, la création en tant que telle, c'est juste t'essayes des choses, c'est pas fini, c'est brut parfois, tu te plantes. Et c'est ça en fait, c'est ça la création, c'est ça d'être indépendant, c'est ça de tester des projets. Et moi, c'est ça que j'ai envie de raconter. J'ai pas envie de raconter que les trucs qui sont vraiment cool, qui sont ultra bien finis, ultra bien montés, bien ficelés, etc. Parce que en fait, ça n'arrive jamais. Ouais. Ça me parle de ouf ce que tu me dis. Ça me fait penser à Mark Manson. Je sais pas si tu aimes bien cet auteur ou pas. Ouais. Il avait un livre qui s'appelle Models, sur un livre sur la séduction. Mais en fait, lui, son thème, l'idée principale. Tu l'as lu ce livre ou pas ? Non. Moi, j'ai lu juste ces 2 derniers. Mais ouais, je connais un peu Models, ouais. Voilà, du coup, pour résumer pour les gens, en fait, l'idée du livre, l'idée globale, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire en fait l'idée les gens sont attirés par les gens qui apparaissent vulnérables mais qui s'assument en tant que tels en disant voilà comment je suis, si tu m'acceptes tant mieux on est ensemble et si tu m'acceptes pas tant pis tu peux y aller, voilà je suis pas parfait, j'ai plein de défauts etc. mais voilà qui je suis quoi. Et du coup ce que tu me dis ça me fait penser à ça directement quoi, en termes de vulnérabilité etc. Et ouais faut que j'essaie de plus faire ça dans mes contenus quoi. Mais en fait, c'est exactement ça. Et tu vois, j'en discutais avec d'autres créateurs qui sont un peu dans le milieu aussi, freelance, indépendant, etc. Et certains ont reçu des mails de haters, des mauvais commentaires, etc. Et je leur disais, moi, j'en ai jamais reçu. Alors, il y a 2 manières de voir les choses. La première manière, c'est de dire, en fait, t'es pas assez tranché dans tes contenus, tu prends pas un positionnement suffisamment fort, ce qui fait que ta tribu est pas clairement identifiée, un peu comme si je reprends Seth Godin. C'est une manière de voir les choses qui s'entend. L'autre manière que moi je préfère, et elle m'arrange aussi, c'est de dire en fait le fait de me sentir vulnérable, enfin de me montrer parfois vulnérable et de dire que en fait voilà c'est un travail en cours, c'est-à-dire que rien n'est jamais fini, fait que du coup forcément t'attires la sympathie des gens et t'attires la bienveillance et t'attires que des gens aussi qui sont bienveillants et qui réfléchissent comme toi, tu vois, qui voient un peu le monde et le business de la même manière que toi. Ce qui fait que moi j'ai jamais reçu même un seul email de quelqu'un qui m'a dit t'es un énorme tocard quoi, parce que ce que tu fais c'est nul etc. Donc voilà, t'as 2 manières de voir les choses. Moi je préfère voir la deuxième manière, de me dire que je suis quand même suffisamment bien positionné, mais que du coup t'attires des gens qui sont dans la même conception que toi, et en étant le plus inclusif possible,
dans ta manière de raconter ton aventure, de partager les contenus que je partage. Ouais, mais je pense qu'en fait, si on parle un peu de psychologie, comme tu dis, pour moi, c'est toi soit le gars qui est ultra lisse, ultra général. C'est ce que moi je considère ça le reportage Arte, tu vois. C'est, les gens regardent Arte, disent ouais, c'est sympa, mais sans plus, ou Wikipédia. Mais pour moi, t'es pas obligé d'être tranchant dans le sens que les gens te détestent. Tu peux juste être en mode précis, et du coup, tous les gens qui s'en foutent, juste ils passent, ils s'en foutent, quoi. D'ailleurs, c'est biais de confirmation, c'est si l'information t'intéresse pas, juste tu l'ignores, tu passes à autre chose. Donc je pense par rapport à ton podcast, c'est ça, quoi. C'est juste les gens arrivent, soit ils disent ça les intéresse pas, ils s'en vont, soit ça t'intéresse, mais ça les intéresse vraiment, quoi, parce que t'es humain, etc. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis effectivement d'accord avec toi. Alors, du coup, juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent rapidement, il y a eu un petit souci. Donc, petit changement de décor et on se retrouve une semaine plus tard. Pour vous, c'est un mini-cut. Mais bref, on a eu quelques soucis d'internet. Donc, transition du coup encore moins fluide que d'habitude. On parlait juste avant de vulnérabilité, du fait de comment tu avais réussi à connecter sur Tribu 1D ta communauté pour avoir une communauté soudée. Et donc un autre truc que je remarque sur Tribu 1D que je trouve incroyable, c'est ton branding. Par exemple, si on voit sur les miniatures, tu as la couleur bleue, la couleur jaune. On voit, je pense, tu as des valeurs que tu as définies, tout ça. Et donc ça m'intéressait de savoir, toi, comment tu avais fait pour définir ton branding autour de Tribu 1D. C'est intéressant que tu me dis ça parce que c'est une remarque que j'ai de plus en plus sur toute la recherche de branding, le positionnement de la marque, etc. Alors que si tu étais avec moi dans les coulisses, tu verrais que c'est pas aussi fluide que ça en a l'air aujourd'hui comme tu le vois. Il faut pas oublier que tu vois, Tribu 1D au début ça s'appelait Explore. En tout cas le podcast s'appelait Explore pour plein de raisons de noms de marques déposés, d'avocats, de courriers, etc. J'ai été contraint et forcé de changer de nom, ce qui a été une très bonne chose. Mais c'est pour te montrer que, tu vois, entre mars 2019 et puis là, on enregistre en octobre 2021, en fait, il y a eu plein d'itérations successives et la version un peu, j'allais dire une version définitive, mais qui est finalement jamais définitive, mais la version que tu as actuellement, elle n'était pas du tout comme ça au début. Et je pense qu'il y a un premier enseignement à avoir, c'est de se dire... si tu attends d'avoir un bon branding, d'avoir des visuels qui claquent, d'avoir un truc qui te ressemble à 100% dès le début avec des valeurs, etc., en fait, tu te lances jamais parce que tu passes plus de temps à bosser ton branding que de bosser tes contenus, tes prises de parole, etc. Et je trouve que un bon branding se construit avec le temps et surtout s'affine par rapport aux positions et aux convictions que tu développes avec le temps. Et tu vois, les convictions que j'ai aujourd'hui sur la manière de faire du freelancing, sur le fait que moi, je milite pour que le business soit pas quelque chose de très compliqué, où tu as des méthodes, où chaque infopreneur, formateur, coach a sa propre méthode, alors qu'en vrai, je trouve que ça complexifie le paysage. Bah, tu vois, ce truc-là, je l'avais pas forcément au début. Et donc, ça s'affine avec le temps. Aujourd'hui, effectivement, tu as des couleurs qui sont bien définies, qui sont le bleu, le jaune, le noir et puis le blanc, qui sont les 4 grosses couleurs de Tribu 1D. Mais tu vois, au début, il n'y avait pas de jaune, par exemple. Le jaune est arrivé un peu par hasard. Je te raconte la réalité, hein, ça arrivé par hasard parce que ce qui s'est passé, c'est que au moment de travailler sur le livre, j'ai beaucoup travaillé sur la recherche graphique que je voulais avoir sur la couverture du livre. Et donc, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait. J'ai déjà regardé mes précédents moodboards sur mes différents projets, mais aussi tout ce qui se faisait en termes de contenu sur Amazon, par exemple. Et c'est une des... Et c'est en fait finalement l'éditeur qui a rajouté ces pièces jaunes qu'on peut voir. Alors on a la couverture là juste derrière avec les petites piécettes. Ouais. En fait, le jaune vient inconsciemment de la couverture du livre qui n'était pas forcément liée au branding. Et c'est ensuite qu'on s'est dit avec Alex qui a bossé sur le site et la dernière image de marque qu'on voit aujourd'hui, bah tiens, en fait ce jaune-là rajoute un esprit qu'il n'y avait pas forcément au début de Tribu 1D, qui était le côté aussi, on peut faire des choses fun. On n'est pas obligé de se prendre la tête, c'est pas obligé d'être extrêmement sérieux. On peut parler de choses sérieuses, mais sans se prendre la tête. Et ce jaune apporte ce côté un peu plus doux, un peu plus sympa, un peu plus vif aussi, un peu plus différenciant. Là où avant, tu vois, noir, bleu, j'appelle ça un bleu criant, mais un bleu très très flashy, et puis le blanc, sont des couleurs assez sérieuses, assez cadrées, assez très claires, etc. Donc tu vois, en fait, à chaque fois, il y a des petites itérations qui font qu'on rajoute un peu plus d'identité personnelle à moi et des convictions que j'ai envie de porter, je les rajoute au fur et à mesure de mon branding. Autre exemple, aujourd'hui, un des symboles, entre guillemets, de Tribu 1D, je mets des gros guillemets parce que ça reste encore tout petit, mais c'est cette tête détourée.
qu'on voit un peu partout, alors qu'on voit à la fois sur mon site, mais qu'on voit sur les couvertures du podcast sur Spotify, sur mes invités, etc. Pareil, ça vient d'un accident, entre guillemets, où avec Thibaut, qui est un ami qui a bossé sur les premières versions de branding, un jour, on était à un café, on s'est dit, tiens, j'avais vu ça dans un menu d'un restaurant suédois de mémoire, et je trouvais ça sympa parce qu'ils avaient détouré les aliments et ils les avaient un peu patchworkés sur un menu. Et j'avais dit à Thibaut à l'époque, tiens, ça peut être marrant, et si on faisait ça, on s'amuse à prendre des photos de ma tête et puis on les détourne. Et voilà, en fait, parfois ça arrive comme ça. Tout n'est pas ultra contrôlé tout le temps, notamment quand on parle de branding. Moi, je suis pas un spécialiste du branding, de l'image de marque, etc. Je suis un très mauvais graphiste et designer, je sais pas faire ça. Et donc, tu vois, c'est juste une sorte de patchwork de choses qui font qu'aujourd'hui, effectivement, j'arrive tout doucement à trouver une cohérence, à la fois dans les formes que j'utilise, dans les textures, dans les couleurs, etc. Donc là, on parle de tout l'aspect visuel, mais effectivement, en amont, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la partie conviction, c'est quoi les valeurs que je défends, c'est quoi l'attitude que j'ai envie d'avoir dans les contenus, clairement. Comment je prends position, c'est quoi le type de wording que j'utilise. Tu vois, si tu remarques, il n'y a aucun de mes contenus où le mot faire, il faut faire ça, vous devez faire ça, etc. En fait, ça paraît extrêmement peu. Et c'est pas un hasard. Okay. C'est parce que moi, encore une fois, on en a parlé un petit peu avant, mais je me positionne pas comme un gourou, comme un gars qui veut avoir que de l'information descendante, mais plutôt comme un explorateur qui partage et qui est ouvert à la discussion. Moi, je suis ouvert à ce qu'on me contredise et je suis ouvert à ce qu'on me dise, Alexis, là, en fait, c'est pas vrai parce que moi, regarde mon expérience, elle me dit ça, ça et ça, qu'est-ce que t'en penses, tu vois. Et c'est ce qui crée, en fait, cet effet de communauté parce que du coup, tout le monde est capable de s'identifier à mes prises de parole, au contenu que je peux partager, et tout le contenu n'est pas centré sur moi, même si aujourd'hui, je suis un peu la tête de Tribu Indé. La réalité, c'est que le contenu, il n'est pas vraiment centré sur moi. Tu vois, le podcast, c'est un podcast d'interview. Là, on est en train de sortir une série à l'heure où on parle. En fait, j'apparais pas. Je suis pas face cam. J'aurais pu faire une série sur Alexis qui vous raconte c'est quoi le rapport à l'argent selon lui pour les indépendants. Non, en fait, je préfère être dans l'ombre. Donc ça aussi, tu vois, tous les contenus, toutes les actions marketing font que, d'une manière ou d'une autre, j'essaye que les gens puissent s'identifier à l'image globale de marque, à la fois dans les contenus et puis dans les visuels. Et puis, il y a aussi, pour conclure cette longue réponse, mais il y a aussi un enjeu d'être le plus différent possible par rapport à ce qui existe sur le marché. Et par exemple, dans la création de contenu, dans les créateurs, dans les infopreneurs, etc., c'est toujours extrêmement conventionnel. Soit c'est très pastel, très doux, etc., soit tous les sites se ressemblent avec des clics funnels, etc. Moi, tu vois, je vais emprunter un peu plus les codes que tu peux avoir sur du SaaS, notamment aux US, sur des produits qui ont des couleurs très flashy, très pétants, qui en fait presque te gênent un peu, te dérangent un peu. Ce jaune, moi, on me dit toujours ce jaune, il est pas toujours super beau et tout, mais moi, ça me va en fait. Si tu veux, c'est presque un bon retour pour moi parce que personne l'oublie. Ok. Bon, là, ça fait une très longue réponse. Alors, donc si je comprends bien, en fait, l'idée, c'est le branding, t'es pas arrivé genre au début de Tribu Indé en te disant alors, ça, c'est machin, ça, c'est truc, ça, c'est bidule et c'est resté. C'est plus genre, t'as itéré au fur et à mesure. Et tu t'es dit, et du coup, comment tu fais genre, parce que moi c'est un truc pareil, je travaille beaucoup le branding, tu vois. Est-ce que tu as des moments où tu te dis genre tous les 3 mois je remets en question mon branding, ou c'est comme tu disais quand c'est dans le resto, tu as une idée et tu fais ça d'un coup? Tu t'y réfléchis comment? Alors, je te dirais que je le fais plutôt, je commence à réfléchir au branding comme par exemple je démarre un nouveau projet. Ok. Par exemple, quand je rajoute une nouvelle brique à l'écosystème de Tribu Indé, je me dis ok tiens, forcément, par exemple, sur la série, qui est le dernier projet sur lequel je travaille, je me suis dit, tiens, on va forcément communiquer dessus, il va y avoir des visuels, il va y avoir une identité graphique avec du motion, avec une introduction, etc. Tu vois, c'est dans ces moments-là que je me dis, ok, tiens, comment est-ce qu'on peut peut-être pimper un peu l'image de marque de Tribu Indé parce que l'avantage, c'est que du coup, je fais monter à bord d'autres personnes. Dans ce cas-là, c'était une équipe de production qui a une autre sensibilité. Et donc, on a un tronc commun qui sont les couleurs, qui sont les polices, etc., le côté texturé. Mais après, du coup, j'aime bien faire monter à bord d'autres personnes qui peuvent avoir des idées pour, si tu veux, faire une V2.1 de l'image de Tribu Indé. Donc, je le fais plutôt, tu vois, ces updates-là. Je prends plutôt les nouveaux projets comme une occasion de changer ça plutôt que de le faire tous les 3 mois parce qu'en fait, déjà, si tu le fais tous les 3 mois ou que tu le fais de temps en temps dans l'année, les gens le remarquent pas. Donc en fait, tu passes du temps sur quelque chose sur lesquels les gens ne vont pas forcément remarquer. Et en fait, c'est quand même beaucoup de temps, tu vois. C'est quand même beaucoup de temps de réflexion, d'attendre des créas, etc.
Et ce temps-là, bah, en fait, il est de plus en plus rare. Et donc, je préfère l'utiliser au moment où je lance des projets, où c'est inclus dans mon emploi du temps, qu'il va y avoir du temps pour avoir des allers-retours, pour construire l'identité de tel et tel projet, etc. Et si tu remarques, chaque projet a presque sa mini-identité basée sur Tribu Indé. Mais tu vois, le podcast n'a pas la même identité que sur Instagram. Mon compte Instagram n'a pas la même identité que les contenus sur le site, etc., etc., tu vois. D'accord. Mais on sait que c'est Tribu Indé. Ouais, donc en fait, tu as une sorte d'identité globale et chaque branche vient se relier à cette identité globale. Et je pense que c'est un truc important aussi, c'est que moi, tu vois, j'ai pas vraiment d'ego au sujet de la marque Tribu Indé. C'est-à-dire que tu vois, j'ai pas de. Moi, ça me dérange pas qu'on la trifouille, qu'on la remodifie, etc. Je suis pas amoureux de la marque en tant que telle, et je préfère qu'elle vive et qu'elle évolue. Ce qui fait que, en fait, tu vois, ça a une sorte un peu de. Alors, on appelle ça un peu dans le milieu des startups, on appelle ça le minimum viable brand, c'est-à-dire avoir le minimum pour avoir un début d'image de marque. Ce qui fait que le minimum, il est défini, mais ensuite, en fait, je suis ouvert à plein de propositions. Tu vois, les formes qu'on voit, le fait d'avoir du motion, d'avoir du noir et blanc, en fait, demain, ça changera peut-être. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est juste qu'on puisse avoir une cohérence globale d'un projet à l'autre, mais je suis pas attaché à ce qu'on utilise absolument telle police parce que c'est la police de Tribu Indé et qu'il faut pas utiliser autre chose, tu vois. Et si tu remarques, encore un autre exemple, j'ai commencé à faire des vlogs donc où je filme un peu mon quotidien sur YouTube. Bah, si tu remarques, les polices sont pas les mêmes, on se permet d'aller chercher autre chose, etc. Et ça me va aussi, tu vois. L'idée, c'est que je suis aussi en exploration et j'aime bien que les gens qui travaillent avec moi puissent aussi s'approprier la propre marque Tribu Indé et puissent le réutiliser avec leur sensibilité. D'accord, ouais, donc tu as des bases qui sont là, qui sont claires, qui sont définies, et tout ce qui est à l'extension des bases, c'est modifiable, tu n'as aucun souci par rapport à ça. Yes. Ok, et comment tu fais du coup pour les définir, ces bases, comme par exemple, on va prendre l'exemple de série Indé, comment tu as fait pour définir le minimum viable brand? Déjà, c'est très simple, en fait, c'est quoi une marque? C'est des couleurs. Moi, encore une fois, je suis pas expert de la marque, donc peut-être que d'autres te diront autre chose, d'autres spécialistes. Mais moi, ce que je me dis, c'est que, en fait, comment tu reconnais une marque? Tu la reconnais par ses prises de position, par le wording qui est utilisé, mais d'un point de vue visuel, bah, tu le reconnais auprès de deux choses, les couleurs et la police, qui sont en fait au début les deux choses les plus importantes pour moi que j'ai mis en place très vite. Le bleu a toujours été là. Il a jamais bougé pour le coup. Et la police, elle a évolué, mais si tu veux, l'univers de la police a assez peu bougé. C'est-à-dire que moi, je voulais quelque chose qui me représente, c'est-à-dire très structuré, très carré, assez brut. Ce qui fait que, bah, en fait, la police de Tribu Indé, tu vois, c'est du bâton, c'est assez gras, c'est parfois un peu grossier, c'est un peu brut de décoffrage, tu vois, on n'est pas dans la finesse. Donc, tu vois, ça a joué sur les différentes polices que je peux utiliser. Sur les couleurs, en vrai, il n'y a pas vraiment de réflexion ultra poussée. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché? Le bleu n'est pas forcément beaucoup utilisé. Comment est-ce que je peux le rendre encore plus dérangeant, entre guillemets? Et donc, j'ai été poussé dans des choses qui sont extrêmement fluo, un peu tape à l'œil. Et ensuite, j'ai rajouté différentes briques. Donc, par exemple, tu vois, je me suis dit, en fait, Tribu Indé, c'est quoi? C'est beaucoup de structure, c'est des contenus qui sont assez sérieux, dans lequel je développe un plan ABC, etc., avec des plans d'action, des bullet points. Donc ça, c'est le côté cadré de ma personnalité, de ce que j'ai envie de véhiculer avec Tribu Indé. Et en même temps, il y a ce côté que moi, j'appelle craft, un peu artisan. Moi, je me considère un peu comme un artisan du web, tu vois. Un gars qui fait ses trucs dans son coin. Moi, j'ai pas de grosse équipe. Je travaille avec quelques personnes de temps en temps, mais si tu veux, j'ai pas vocation aujourd'hui à faire aller chercher 10 millions et avoir une équipe de 50 personnes qui bossent pour moi. Donc ce côté artisan, un peu craft, tu vois, un peu brut, je voulais le retrouver et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de, tu vois, des textures, des formes qui sont pas des formes bien propres, qui sont plutôt des formes un peu tracées à la main pour rappeler ce côté artisan à la main, un peu façonné soi-même, etc., qui représente aussi l'autre côté de ma personnalité et l'autre côté de Tribu Indé qui est à la fois structuré mais en même temps ce côté un peu artisanal, artistique, craft, passion, tu vois, de faire des choses de ses propres mains avec son cerveau, etc. D'accord. Et tu me parles aussi beaucoup de couleurs, de typographie, etc. Et moi, ça m'intéresse aussi d'avoir l'aspect, tu vois, quand tu me parles d'artisan, de fait que tu as défini que tu étais quelqu'un qui faisait par lui-même tout ça, je
je suppose que c'est des questions que tu t'es posées, tout ça, et comment tu fais pour définir c'est tout ce qui est le pourquoi, les valeurs, etc. La manière la plus simple de le faire, c'est tu prends ton ordinateur, tu ouvres un Google Doc et tu commences à écrire. Et tu commences à écrire les raisons pour lesquelles tu te lances dans ce projet-là. Déjà, en fait, ce temps-là, il est pas simple à avoir. De te dire, ok, pourquoi est-ce que je lance ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'anime profondément dans ce projet-là? Et ensuite, tu as un gros sujet sur qui tu es toi d'abord, c'est-à-dire tes traits de personnalité, comment est-ce que toi tu te vois aussi par rapport aux autres indépendants. Par exemple, dans mon cas, tu vois, c'était comment est-ce que moi je m'identifie et j'essaie de me différencier des autres indépendants? C'est quoi mon approche? Qu'est-ce que disent aussi mes clients de moi quand je travaille avec eux? Comment est-ce que mes amis d'autres indépendants me voient en tant que personne? Comment est-ce que ça, moi, je peux l'insuffler dans Tribu Indé, qui en fait est juste l'incarnation business de qui je suis réellement en fait. Et donc tout ça, si tu veux, l'outil en tant que tel et le process est pas si important. Le plus important, c'est d'écrire des choses, de matérialiser des choses. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est une sorte de document de positionnement, de document un peu de référence. Ça peut être un Google Doc, ça peut être un Notion, ça peut être un cahier, peu importe. Et tu as un certain nombre de questions. Donc par exemple, toutes les questions que je viens de te poser en font partie. Okay. Et l'idée, c'est d'écrire un maximum et ensuite de raccourcir le plus possible et d'en extraire un peu le jus essentiel. Et il y a un exercice que j'aime beaucoup, que j'essaye de faire sur le maximum de mes projets. Je le fais pas à chaque fois, mais par exemple, je l'ai beaucoup fait pour le livre, je l'ai beaucoup fait pour le bootcamp. C'est un exercice qui vient de Ryan Holiday dans son dernier livre, mais non, il en a sorti quelques-uns depuis, qui s'appelle Perennial Seller. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que pour définir un projet, le but, c'est de le définir sous 3 étapes. La première étape, c'est d'écrire une page entière sans s'arrêter globalement sur qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu parles de ce projet-là. Comment tu le pitches, comment tu le vois, comment est-ce que tu as envie que les gens le voient, le perçoivent, etc. Ensuite, tu le raccourcis au maximum pour en faire un paragraphe. Et ensuite, pour en faire 2-3 phrases grand maximum. Ce qui te donne l'identité profonde du projet que tu es en train de faire. Et ça, tu peux le faire à l'image de toute une marque, mais tu peux le faire à l'image d'un petit projet. Et ça, c'est intéressant. Et dans cette réflexion-là et dans ce travail-là, tu as aussi des questions de projection. Comment est-ce que tu as envie que les gens te perçoivent? Comment est-ce que tu as envie que les gens parlent de Tribu Indé, par exemple? Qu'est-ce que tu as envie que les gens disent de Tribu Indé? Est-ce que tu as envie de dire que c'est clair? Est-ce que c'est dérangeant? Est-ce que c'est conventionnel? Est-ce que ça interpelle? Pourquoi est-ce que tu as envie que ça interpelle? Sur quel aspect? Est-ce que sur le contenu, sur les prises de parole, sur tu vois, toutes ces questions-là, tu peux y répondre dans cet exercice-là, par exemple. Okay. Et toutes ces questions, tu les as dans un Google Doc ou c'est juste toi qui les connais Aujourd'hui, je les connais, mais oui, au début, ce que je fais, c'est que tu prends un Google Doc. En fait, les questions sont une sorte de béquille pour t'aider à écrire des choses. D'accord. Moi, je fonctionne beaucoup à l'écrit. D'écrire des choses. Exactement. Moi, je fonctionne beaucoup à l'écrit. Tu vois, je fais des bilans hebdomadaires chaque semaine à l'écrit. Ouais. Alors, je pourrais aussi me poser 5 minutes, réfléchir et me dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'aime bien ce côté écrit parce que déjà, je trouve que ça me met, tu vois, quand je suis face à mon ordinateur, ça me met dans une posture de travail et de réflexion. Et donc, j'ai plus ce côté, j'attends que l'inspiration me vienne pour écrire. En fait, je me crée le cadre pour écrire et pour produire des choses. Et j'aime bien avoir une trace de tout ce que je peux faire parce que c'est toujours du matériel que tu peux utiliser, sur lequel tu peux revenir plus facilement. Et du coup, tu repars jamais de zéro finalement. Et donc ouais, c'est toutes ces questions-là que j'ai sur un Google Doc, ouais. D'accord, ok. Donc pour ceux qui nous écoutent, si aujourd'hui ils devaient définir leur branding, c'est ce que tu leur conseillerais de se mettre face à un Google Doc et ils écrivent tout ce qui leur passe par la tête par rapport au projet, comment ils le voient, comment ils sont perçus, etc. Ouais, et vraiment de se dire, ok, pourquoi est-ce que je fais ce projet-là? Je pense que tu as des grosses parties, tu vois, le pourquoi est-ce que tu es en train de faire ce projet-là? À la fois, pourquoi est-ce que toi, ça te touche de faire ce projet-là spécifiquement et pas un autre? Qu'est-ce qui va t'animer dans le projet? Comment tu te projettes dans le projet? Et ensuite, tu as le côté un peu vers l'extérieur. Qu'est-ce que tu as envie de véhiculer comme réflexion, comme vision à travers ce projet-là? Comment est-ce que tu as envie que les gens te perçoivent à travers ce projet-là? À la fois, par exemple, Tribu Indé, mais aussi ma personne en tant que telle, d'essayer de différencier ton projet de ta personne.
Et donc, tu as vraiment un truc un peu intérieur sur toi. Pourquoi tu lances le projet? Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif? C'est quoi la vision que tu peux avoir, le développement et qu'est-ce qui t'anime vraiment? Et ensuite, un côté plus extérieur sur comment est-ce que tu aimerais que les choses soient perçues. Mais tu vois, ce travail-là, pour moi, il ne doit pas prendre trop longtemps parce que sinon, c'est ce que j'appelle la procrastination active, c'est-à-dire qu'on va plus passer de temps à réfléchir à ça plutôt qu'encore une fois, le plus important, c'est de faire un pas après l'autre, d'avancer, de produire, de te montrer, etc. Et le côté branding, peut-être même les freelances, je le vois, le premier truc qu'ils font, c'est trouver un nom de marque, une identité graphique et faire un site internet. Alors que moi, la première chose que je leur dis, c'est aller vendre. On s'en fiche d'avoir un statut, d'être en règle, etc. Le plus important, c'est d'aller vendre auprès d'un premier client. Ensuite, tu auras le temps de te poser sur ton univers, etc. Mais donc, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Moi, ça m'a pris vraiment, je pense, en une demi-journée, c'était réglé. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de ne pas passer trop de temps là-dessus, en tout cas au début, et de plus le voir comme un matériel qui va évoluer avec le temps et que tu vas pouvoir mettre à jour au fur et à mesure de tes avancées et de tes explorations. Alors, ça a un peu bugué, du coup, j'ai pas entendu toute la réponse, mais je pense que tu as répondu à l'ensemble dans la question. Bah écoute, tu me diras en le réécoutant. Ouais. ouais, non, mais c'est bon, je te fais confiance. je te valide. Bah, du coup, go partir sur le dernier sujet qui m'intéressait avec toi. On va parler de séries indé et de contenu. Comme ça, après, pour pas non plus que le podcast dure 10 ans, quoi. Déjà, là, j'ai une question que je trouve assez intéressante. C'est quoi d'être pour toi la définition d'un contenu de qualité? C'est une vaste question à l'heure où tout le monde te dit fais des contenus de qualité, fais des contenus à haute valeur ajoutée. Ouais. C'est le mot un peu. Ouais. J'ai l'impression d'entendre ça depuis des années. Il faut faire des contenus. Que j'ai eu une réflexion il n'y a pas longtemps. Je me suis dit c'est quoi pour moi la définition de qualité, tu vois? Et je me suis rendu compte qu'en fait je savais pas. Et du coup, je me dis ça peut être intéressant de demander aux gens qu'est-ce que c'est que pour eux la définition d'un contenu de qualité. Bah, typiquement, avant de te répondre, comment est-ce que toi tu juges qu'un podcast par exemple est de qualité? Qu'un épisode de podcast que tu sors est de qualité? Du coup, moi, j'ai eu ma réflexion personnelle et j'en suis arrivé à la conclusion que quelque chose était de qualité quand j'avais un besoin, quand je cliquais sur une vidéo ou quelque chose avec un besoin particulier et que la vidéo comblait parfaitement le besoin auquel je m'attendais. Là, c'était une vidéo qualitative parce qu'elle répondait à ce besoin. Et à l'inverse, du coup, une vidéo pas qualitative, c'est soit une vidéo qui comble aucun de mes besoins, qui me fait pas progresser, ou alors une vidéo quand je clique, j'ai une attente et en fait, la vidéo ne comble pas du tout le besoin auquel je m'attendais, donc je la trouve pas qualitative non plus. Et c'est une très bonne réponse. En fait, je pense que la qualité d'un contenu, elle est extrêmement subjective, tu vois. Et en fait, tu le dis très bien là, c'est-à-dire qu'une vidéo qui, toi, va te faire progresser ou un épisode de podcast qui va te faire progresser, peut-être que moi, en fait, ce podcast-là va pas me toucher forcément, va pas me faire progresser, etc. Donc déjà, il faut partir d'une chose, c'est que toutes les personnes qui te disent « faites un contenu à haute valeur ajoutée », finalement, ça veut rien dire parce que c'est extrêmement subjectif. Et que la personne qui est en train de te dire ça, elle sera incapable de juger de manière très objective pourquoi est-ce que c'est vraiment un contenu de qualité ou pas. Je pense qu'il y a deux choses dans cette notion de qualité. Il y a une première chose qui est personnelle, qui a une sorte d'honnêteté un peu radicale, de se dire est-ce que je suis honnêtement et sincèrement content de ce que je suis en train de sortir. Et l'idée, c'est pas de se raconter des salades en se disant non mais c'est juste un épisode, les autres seront mieux. C'est déjà juste d'avoir cette honnêteté intellectuelle de te dire est-ce que vraiment ce que je suis en train de produire, de mon point de vue, ça apporte quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une redite de ce qui a déjà été fait? Est-ce que j'apporte une nouvelle brique à un édifice sur un sujet? Si par exemple, je te prends un exemple, on va dire un sujet à la mode, le syndrome de l'imposteur. Si je fais un article sur le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est quoi les techniques, comment est-ce qu'on peut surpasser ce syndrome de l'imposteur? Si je suis très honnête, en fait, j'apporte pas grand-chose de ce qui existe déjà par milliers, voire millions sur Internet. En revanche, tu vois, si j'y ajoute une touche personnelle sur comment moi j'ai vécu le syndrome de l'imposteur, quelles sont les techniques, les idées que j'ai eues pour contrer ça, si je vais interroger 3-4 personnes qui m'expliquent elles aussi comment est-ce qu'elles ont fait pour contrer ça, si j'y ajoute une dimension un peu scientifique, de se dire est-ce qu'il y a eu des études, comment est-ce que ça je peux m'en servir, bon bah là peut-être que déjà tu es sur quelque chose d'un peu différent de ce qui existe aujourd'hui ou de ce que tu as l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Donc ça, je pense qu'il y a une première brique qui est extrêmement importante sur est-ce que j'ai l'honnêteté de me dire c'est un truc qui est différent des autres? Et moi, c'est vraiment une question que je me pose toujours. Okay. Et c'est pour ça que j'essaie à chaque fois, en tout cas du mieux que je peux, d'avoir quelque chose de différent par rapport à ce qui existe. Et la série indé, tu en as parlé juste avant, et je pense que c'est un bon exemple. Il n'y avait pas de série. Justement, série indé, comment tu as fait pour y réfléchir en tant que contenu de qualité? Et alors, du coup, tu as cette réflexion intérieure
que je viens de te donner, qui est de se dire, en fait, on parle de plein de choses très actionnables, et moi le premier, les choses sont extrêmement terre à terre, très actionnables, etc. Il y a finalement assez peu de contenu inspirationnel et en même temps qui va sur des sujets qui sont relativement tabous ou sur lesquels on ne prend pas forcément la parole. Le rapport à l'argent, notre place dans la société en tant qu'indépendant, la solitude et puis les liens sociaux qu'on peut développer en tant qu'indé, la peur et le stress de ne pas voir plus loin que parfois 3 semaines. Ces sujets-là, tu vois, on les aborde, mais on les a pas jamais vraiment encapsulés avec des témoignages, etc. Bah là, je me suis dit, tiens, il n'y a pas de série vidéo, en tout cas pas en France, sur un format qui est quand même bien monté avec une équipe de prod, sur un format qui est relativement court quand même pour essayer d'en retirer un peu l'extrait, l'essence même de ce qu'on a envie d'avoir, et qu'on ait quelque chose qui puisse s'adresser à un maximum de personnes qui ne soient pas trop nichées et pas trop positionnées, où en fait c'est juste des freelances, du digital, etc. Et donc c'est comme ça qu'on arrive sur la série. L'autre point sur la qualité pour faire la boucle avec ta précédente question, il y a un côté aussi où toi comme moi, je suis persuadé qu'il y a plein de contenus que moi je trouve de qualité sur lesquels tu ne te reconnaîtras pas et vice versa. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu montres un contenu à un copain à toi qui te dit c'est nul ou c'est bien, en fait ça a pas beaucoup de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'audience et la personne qui va recevoir ton contenu. C'est exactement la même chose en freelance. Si tu es un freelance de niveau 5 et que tu montres ton travail à un freelance qui est niveau 6, forcément il va dire mais c'est nul ce que tu fais. En vrai, tu pourrais aller plus loin, tu préfères ça, ça, ça. En revanche, si tu montres ton travail à un client qui est niveau 3, il va se dire mais en fait ouais, c'est trop bien, ça m'aide. Ça m'aide, et donc est-ce que c'est pas le plus important ? C'est ce que tu disais. Est-ce que le plus important pour un contenu de qualité, c'est pas finalement de débloquer une personne, de la faire voir autre chose, de lui proposer un autre point de vue pour la pousser à réfléchir, à aller envisager une autre solution. Donc c'est ça pour moi un contenu de qualité. Donc le contenu de qualité, c'est bien de regarder à droite à gauche avec des copains, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Le plus important, c'est comment est-ce que c'est réceptionné par les personnes pour qui tu as réfléchi à ce contenu-là. Comment elle le capte. Et c'est là où en fait c'est le meilleur juge. Si ces personnes-là sont indifférentes à ce que tu fais, c'est que ton contenu n'est pas suffisamment qualitatif sur plein d'aspects. Et donc l'enjeu, c'est d'aller creuser qu'est-ce qui pêche et qu'est-ce que je peux améliorer. Ok, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc l'idée, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est il n'y a pas de qualité universelle, mais il y a une qualité individuelle. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est la qualité individuelle par rapport à notre avatar parfait, celui qu'on veut aider, quoi. Exactement. Et tu vois, je te prends l'exemple de la série. La série, elle touche certaines personnes, elle en touchera pas d'autres. Est-ce que ça veut dire que c'est un contenu de mauvaise qualité ? Bah, pas forcément en fait. Si ça aide des gens, si ça leur permet de se dire, et c'est ce qu'on a aujourd'hui, les retours, c'est merci, vous mettez enfin des mots sur des choses que j'ai du mal à exprimer, des choses que j'ai du mal à expliquer à ma famille, à mes proches. Je leur ai envoyé la vidéo. Maintenant, ils m'ont renvoyé des messages derrière en me disant qu'effectivement, ils comprenaient peut-être un peu mieux les réflexions que je pouvais avoir. Bon bah, est-ce que ça, pour moi, c'est la meilleure des récompenses ? Et ça, c'est ce que je juge d'un contenu de qualité. Mais encore une fois, un contenu de qualité, dans tous les cas, aucun contenu n'est universel. Même des gros youtubeurs qui font du contenu, y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Est-ce que ceux qui aiment pas, c'est pour autant un contenu du coup qu'on juge de mauvaise qualité ? Moi, je pense pas. Ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, il y a toujours ce débat, par exemple, il y a toujours ce débat entre films d'auteur, les gens qui adorent les films d'auteur et qui crachent sur les blockbusters. Ah, les Marvel, c'est nul, les trucs de super-héros, etc., c'est nul, c'est pas du vrai cinéma. Mais en fait, t'es qui pour dire ça, tu vois ? Je veux dire, clairement. Le film Marvel, il fait des millions d'entrées au box-office. C'est qu'il y a des gens pour qui ils y trouvent un certain plaisir, et donc pour certains, c'est un contenu de qualité, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, le jugement aussi, il est à prendre vraiment avec des pincettes et de se dire, ok, qui est en train de juger mon travail ? Est-ce que la personne est en cohérence avec ce que moi j'ai envie de véhiculer et à qui j'ai vraiment envie de parler ? Parce que tu pourras jamais parler à tout le monde, et tu pourras jamais mettre tout le monde d'accord sur un contenu que tu auras créé, c'est impossible. Et c'est pas ce qu'on cherche. Ok, ouais. Donc, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est pas est-ce que mon contenu est de qualité, mais est-ce que mon contenu est de qualité pour mon audience ? Exactement. Ça, on devait résumer. Ok, nickel. Bah écoute, dernière question, qui est un peu un classique de Tim Ferriss, mais du coup, j'ai essayé de la reformuler pour l'adapter à ton cas. Donc, c'est la fameuse question du billboard, mais retravaillée. Demain, tu peux enregistrer un épisode de podcast, en solo. Et cet épisode sera écouté par le monde entier. Donc, sur toutes les radios, tout ça, tout le monde écoutera une fois ton épisode.
Tu parles de quoi dessus et pourquoi? Je souris parce que figure-toi que c'est la question que je pose depuis le début sur le podcast. C'est la dernière question du podcast. J'adore cette question parce que ça fait ressortir les valeurs profondes de la personne, tout ça. Je trouve ça trop bien. Et du coup, forcément, c'est une question que je pose, donc il y a un moment où je me la suis forcément posée. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de voir que, tu vois, même chez les indépendants, qui sont les invités que j'ai sur le podcast, tout le monde a une réflexion différente. Sur 60 épisodes, personne ne m'a dit exactement la même chose. Ouais. Du coup, je trouve la question extrêmement intéressante. Moi, il y a un truc qui m'anime vraiment en ce moment, c'est que, et je le vois de plus en plus, tu vois, en accompagnant des personnes dans le bootcamp, etc. Je trouve que on a tous tendance, nous, indépendants, créateurs, etc. Déjà, je pense qu'on est une forme de privilégié. Le fait d'avoir le droit de se poser des questions, de réfléchir à son plan, à sa vision, etc. C'est déjà un truc de privilégié et il faut en avoir conscience. Mais du coup, parce qu'on a ce privilège-là, je trouve que parfois, on intellectualise beaucoup trop la démarche et je trouve qu'on passe du temps, de l'énergie et du jus de cerveau à des choses qui, pour moi, n'ont pas forcément d'impact. Et du coup, je vois beaucoup de personnes, malheureusement, avoir plein d'idées, avoir envie de changer de vie, avoir envie de faire plein de choses, avoir plein de projets dans les cartons. Mais malheureusement, la plupart, en fait, se lancent jamais. Par peur, parce que pas le temps, parce que finalement pas vraiment l'envie de se mettre en danger, etc. Et moi, je dirais que, tu vois, aujourd'hui, moi j'ai 27 ans, on sait pas de quoi la vie sera faite, et que si je fais pas des choses maintenant, en fait, dans 50 ans, je vais regretter, il y a plein de choses sur lesquelles je vais avoir de la frustration, et je vais me dire, si j'avais fait ça, à ton âge, si j'avais pu faire ça, j'aurais fait ça beaucoup plus facilement, etc. Moi, j'ai pas envie d'avoir ce regret-là. Et je trouve que, tu vois, j'aurais plus un message un peu de passage à l'action, de se dire, le risque, il est nul. Encore une fois, pour des gens comme toi, comme moi, comme d'autres, qui se posent des questions sur changer de vie, le risque, il est nul. La plupart sont diplômés, surdiplômés. Dans tous les cas, il y aura toujours un plan B, en fait. Il y aura toujours un plan Z dans lequel on pourra subvenir à ses besoins, etc. Et donc, en fait, le meilleur moyen de se lancer, c'était déjà hier. Et le deuxième meilleur moment de se lancer, c'est maintenant. Et ça ne veut pas dire, tu vois, sortir toute l'artillerie lourde et annoncer à la terre entière. En fait, on peut commencer très petit. On peut commencer par poster du contenu sur LinkedIn, faire un début de podcast, commencer à rencontrer des gens, etc. Et le fait de se mettre en mouvement, je trouve qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir en France. Tu vois, tu m'aurais dit, on est aux États-Unis, le marché il est énorme, il y a beaucoup de gens qui font plein de choses, etc. Mais tu vois, moi, il y a 3 ans et demi, j'étais salarié dans une boîte. En vrai, personne ne me connaissait sur Tribu 1D. Regarde toutes les opportunités que j'ai eues aujourd'hui. J'ai fait un podcast, j'ai écrit un livre, je tourne une série avec des partenaires, avec une boîte de prod, etc. Alors qu'en vrai, moi, il y a 4 ans, en 2017, j'étais sur les bancs de l'école. Et pourtant, je le dis toujours, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Il y a des meilleurs freelances que moi, il y a des meilleurs créateurs, mais c'est juste que par rapport à d'autres, en fait, je suis passé à l'action, quoi. J'ai mis un pas après l'autre chaque jour depuis 3 ans et ça continuera. Et voilà un peu le message que je ferai passer. De passer à l'action et de ne pas attendre le bon moment, parce que ce bon moment-là, il n'arrivera jamais. Et surtout, de ne pas avoir de regrets, quoi. Je trouve ça horrible de finir ta vie ou d'arriver à la retraite en te disant je pense que j'ai pas été au bout de ça, j'aurais dû pousser l'idée, je l'ai pas fait. Je trouve ça, tu vois, on est là pour 80 ans, autant y aller maintenant, quoi. C'est pas, tu vois, c'est pas dans 50 ans que tu te réveilleras, enfin, ce sera déjà terminé, malheureusement. Ouais, sauf si on trouve faut y aller maintenant. Exactement. Un syndrome d'immortalité. Exactement. Ok. Et pour compléter ce que tu as dit, je suis totalement aligné. Après, bien sûr, forcément, c'est facile, tu vois, de dire faut agir, de dire aux autres tout ça, mais faut le faire soi-même. Comment dire ça, entendre ça, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire ouais, moi j'agis, moi machin, ou alors moi j'agis pas machin. Je sais pas où je veux aller avec ça, je me suis perdu. Je te laisse te débrouiller. Nickel. Alors attends, du coup, on repart, je vais dire ce que je voulais dire à la base. C'est une phrase que j'avais entendue dans une interview d'Oussama Ammar que je trouvais géniale. Parce que moi, j'ai tendance à pas agir parce que j'essaye de tout prévoir. De me dire, ok, bon, pour agir, voici mon plan, il faut que j'aille étape A, étape B, étape C, étape D. Et moi, c'est quelque chose qui me paralysait beaucoup, tu vois. C'est pas forcément la peur de... Enfin, si du coup, c'est une sorte de peur, mais voilà, moi, c'était la peur de tout structurer. Et la solution que j'ai trouvée à ça, c'est cette citation que je trouve incroyable.
c'est pas de l'action que découle la stratégie, c'est de la stratégie que découle l'action. Sous-entendu, c'est pas d'abord tu réfléchis, ensuite t'agis, c'est d'abord t'agis, ensuite tu réfléchis et t'adaptes ton action. Et cette phrase, je la trouve, ça m'a juste fait en mode, ouais, bah, il a raison, quoi. Enfin, vas-y, lance-toi, on s'en fout, c'est pas parfait, tu trouveras, tu amélioreras en faisant, quoi. En fait, tes plans et tes objectifs, pour moi, non, mais tes plans et tes objectifs, en fait, ils sont juste là pour te donner un cap. Et je sais pas, est-ce que tu connais la loi d'Amara ou pas? Non, pas du tout. En gros, cette loi-là, elle te dit qu'on est tous complètement des êtres biaisés qui surestimons énormément notre capacité à faire des choses à court terme. C'est pour ça que, par exemple, quand tu crées ton plan ou ta stratégie, tu te dis toujours, je vais faire ça, et tu arrives rarement au bout et à atteindre 100% des objectifs, mais c'est pas très grave. Mais c'est par exemple comme ça que tu rentres des to-do que tu n'arrives jamais à cocher à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois. Et donc cette loi d'Amara, elle te dit, on surestime énormément ce qu'on est capable de faire à court terme, et donc on se met des gros objectifs à court terme, ce qui peut nous décourager. En revanche, on sous-estime ce qu'on est capable de faire à long terme, tout simplement parce que notre cerveau, il n'est pas câblé pour penser long terme. Si je te demande dans 5 minutes qu'est-ce que tu vas faire, ça va être simple pour toi de me répondre. Si je te dis dans 2 heures ou ce soir qu'est-ce que tu vas faire, bon, tu auras peut-être un petit temps de réflexion, mais c'est simple. Si je te dis en revanche dans un mois, où est-ce que tu seras à 15h25 à vendredi, c'est quasiment impossible en fait. Et donc il y a plein de choses que tu es incapable de prévoir, et le seul moyen de les prévoir et de les anticiper, c'est de les provoquer. Et comment tu les provoques? En faisant des choses et en créant tes propres opportunités. Okay. Donc ça veut dire quoi? La conclusion de ça, c'est de se dire, fais moins de plans, fais des plans plus simples et fais moins d'actions, mais fais peut-être une action, mais fais-la bien sur le court moyen terme, et tu verras qu'à long terme, tu auras des opportunités que tu n'auras jamais soupçonnées. Je pense que c'est un bon moyen de terminer l'épisode, ce que tu viens de dire. Juste avant de se quitter, du coup déjà merci d'être venu, merci d'avoir répondu à toutes les questions. Je trouve que c'était très intéressant. Je trouve que c'est un contenu de qualité pour mon audience par rapport à ce qu'on a dit avant. Et résultat, il faudra que si vous êtes encore là jusqu'à la fin de l'épisode, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Alexis pour lui dire, et même à moi aussi, pour me dire si vous avez appris des choses, si ça vous a aidé. Comme ça, on saura si c'est un contenu de qualité ou pas. Exactement, ou s'il faut s'adapter. Et du coup, juste avant de te laisser, où est-ce qu'on peut te retrouver pour tous les gens qui nous écoutent et qui ont envie de suivre ton travail? Écoute, c'est Tribu Indé un peu partout. Il y a tribuindé.com qui est le site où il y a l'ensemble des contenus que je fais, que ce soit le podcast, des articles, la série, la newsletter, le bootcamp, etc. Et puis sinon, maintenant, j'arrive un peu après tout le monde, mais j'arrive sur YouTube. Et donc sur YouTube, Tribu Indé, où il y a pas mal de contenus, où je montre aussi un peu les coulisses et l'envers du décor un peu sans filtre. De qu'est-ce que ça veut dire de monter un projet en 2021 quand tu es créateur et que tu es quasiment tout seul sur un projet comme celui-ci. Donc voilà, Tribu Indé sur YouTube ou tribuindé.com sur Internet. De toute façon, comme d'habitude, je mettrai les liens en description. Vous retrouverez, comme ça sera plus simple de te retrouver, quoi. Voilà, c'est fini. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, sachez que j'ai une newsletter dans laquelle je partage des concepts, des idées, des stratégies, dans le but de créer des contenus de meilleure qualité pour fidéliser votre audience. C'est le premier lien en description. De toute façon, vous connaissez, le monde du web marketing, c'est toujours pareil. Et si vous en voulez plus, je vous mets juste ici une playlist avec toutes les interviews de copywriters que j'ai faites. Dedans, vous découvrirez des trucs comme comment créer une expérience client exceptionnelle, une règle pour un copywriting qui vend, ou encore comment est-ce qu'on peut faire pour vendre un hélicoptère avec un seul email. Tout ça là, c'est ici. Donc, maintenant, je vous laisse faire votre choix. Pilule bleue ou pilule... J'arrête. Non, voilà. Playlist est là, vous connaissez. Et sur ce, moi je vous dis à toutes.